Bonjour Dominique Schelcher, bienvenue à la table des experts. Vous êtes président directeur général de la coopérative U, c'est le nouveau nom de Système U. Nous n'avons toujours pas de gouvernement effectif, nous avons toujours un gouvernement démissionnaire qui gère les affaires courantes de notre pays. En quoi est-ce que ça vous impacte, vous qui nourrissez les Français, êtes le relais de ceux qui les nourrissent? J'irais à court terme, on est un peu en vacances politiques parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y avait souvent des convocations à Bercy, des décrets nouveaux, etc. Donc là, on a une période un peu de calme. Évidemment, c'est pas satisfaisant et puis il nous faudrait à nouveau un gouvernement et un ministre. Donc les sujets qui nous préoccupent à court terme, ce sont les négociations commerciales qui arrivent. Et donc, par exemple, avant l'été, on était auditionné par des commissions parlementaires, par des parlementaires, sur comment améliorer encore ces négociations, notamment Egalim. Ouais. On en est à Egalim 3, donc on discutait comment peut-on améliorer encore ça. On avait fait des propositions assez fortes, mais là, on n'a pas d'interlocuteur pour en discuter. Or, l'échéance approche et je crains, avec le temps qui passe, que donc rien ne change et que donc on renégocie comme l'année dernière. Juste un mot pour préciser les choses aux gens qui nous regardent. On en est où? Qu'est-ce qui est respecté comme règle? Donc c'est le dernier Egalim en date, avec des dates de négociation décalées? C'est ça qui va être là Alors, actif. le détail, il y a des inconnus aujourd'hui. Je n'ai pas de certitude sur les dates. Normalement, ça s'arrête au 28 février chaque année. L'année dernière, c'était le 31 janvier. On verra ce que vont décider les pouvoirs publics. Mais là, il y a une zone d'incertitude parce qu'il y avait vraiment des choses à améliorer. Je vous prends un exemple. Et là, on se retrouve avec le monde agricole qui a fait cette proposition à la rentrée. Nous, on l'avait exprimée dès le mois de juin. Il y a cette idée, en fait, d'avoir 2 rounds de négociation. Un premier round de négociation entre industriels et agriculteurs, où on signe un contrat sur les matières premières achetées, et ensuite l'industriel... On garantit un prix aux agriculteurs. On garantit un prix aux agriculteurs, et ensuite les industriels viennent nous voir pour négocier avec le commerçant. Mais s'ils viennent nous voir en disant, voilà, regardez, j'ai signé ce blé-là avec la coopérative agricole, nous on va dire, ok, on ne discute pas cette partie-là. Et ce serait beaucoup plus simple, beaucoup plus transparent. Et donc nous, distributeurs, donc U en particulier, mais mes confrères aussi, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, appellent à cette modification-là. Mais si tout le monde appelle à cela et que c'est du bon sens, alors pourquoi ça n'existe pas? Mais parce qu'en ce moment, on ne peut pas en discuter avec un ministre de l'Agriculture ou un ministre du Commerce qui sont démissionnaires. Alors, question, les prix alimentaires ont baissé. Ils ont beaucoup augmenté pendant la période du Covid, ils ont baissé. Est-ce qu'ils vont rester stables? Est-ce que les consommateurs peuvent s'attendre à une inflation alimentaire modérée en 2025? Je rappelle que les prix de l'alimentaire, sur 2 ans et demi, sont montés à plus de 22% d'inflation. Ils ne sont pas tous redescendus. Et ils ne sont pas tous redescendus. Ouais. Donc depuis le mois de mai, il y a des baisses de prix, mais elles sont infimes. Donc il y a une réalité qui est... On a enclenché des baisses de prix par rapport à ce qu'on a pu négocier ces derniers temps. C'est effectif en rayon, mais ce n'est pas encore visible pour le consommateur qui nous le dit. Et tous les chiffres, toutes les nouvelles études de rentrée qui sortent actuellement disent... J'ai même un chiffre, c'est incroyable, 72% des Français croient que les prix continuent même à augmenter. Donc si vous voulez, entre la réalité, vous le savez très bien, de l'inflation, comment ça se passe, comment ça évolue, et la psychologie de l'inflation, il y a un grand écart. Mais alors, pardonnez-moi, est-ce qu'il y a une psychologie de la dissolution? C'est-à-dire, est-ce qu'aux caisses, par exemple, les comportements ont changé dans cette période d'incertitude politique? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Le premier élément que j'ai rencontré un des grands banquiers de U il y a quelques jours qui me disait, je lui ai posé la question parce que ça c'est pour moi un repère toujours très intéressant, est-ce que les Français épargnent plus? Et il m'a confirmé que dans son circuit, depuis le mois de juillet, il y a une accélération de l'épargne. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire, les Français n'aiment pas l'incertitude. Ils entendent que peut-être des impôts vont augmenter et donc ils mettent de côté pour préparer l'avenir. Non, il n'y a pas d'épargne en France, il y a une surépargne. Absolument. On va au-delà de ce qui est raisonnable. Exactement ce qu'on nous expliquait. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, depuis le début de la crise inflationniste, les Français ont changé de comportement. On dit même 80% des Français ont peu ou prou changé de comportement pendant cette crise. Alors certains peu, certains beaucoup plus. Comment ? Donc
en allant à l'essentiel, en se restreignant. Ça avait commencé par le non-alimentaire. Le textile est en grande difficulté en France et il y a des chaînes qui sont tombées, peut-être d'autres qui tomberont. Mais actuellement, tout ce qui est électroménager, tout ce qui est équipement de la maison, alors que l'immobilier est en panne, on n'équipe pas d'un four la maison qui n'existe pas. Oui, mais avec une forme de logique, puisque les Français ont eu l'impression, pour beaucoup, de se faire avoir. Je voudrais revenir au prix dans les rayons. Alors nous avons tout eu, il y a eu l'augmentation, vous l'avez dit, plus de 20% sur l'alimentaire. Il y a eu la shrinkflation, donc les industriels qui ont mis moins pour plus cher dans chaque produit. Est-ce que nous avons une garantie que les prix vont vraiment redescendre ? Et pour terminer ma question, je vais faire une allusion historique. Vous vous souvenez du prix de la baguette avant l'euro ? Le prix de la baguette avant l'euro, c'était quoi ? 1 franc 50, 2 francs, 3 francs, 10 francs ? Non, on était à 4 francs. Non. 4 francs, pardon, 4 francs. Oui, et après l'euro, on est passé à 1 euro. Ouais. 10 francs. Oui, Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que les industriels ne vont pas dire, et les distributeurs, attendez, on a atteint un tel palier qu'on va rester là tranquillement au chaud puisque les consommateurs vont continuer de payer. Nous, notre combat, c'est d'accompagner les Français depuis le début de cette crise. On est d'ailleurs la seule enseigne sur le marché à continuer à pratiquer un panier anti-inflation depuis le printemps 2023. Il se poursuit aujourd'hui. C'est une sélection de produits sur lesquels on ne prend pas de marge, Et ma réponse à votre question, je la comprends. Je vous dis que malheureusement, les prix ne reviendront pas au niveau d'avant la crise inflationniste. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres préoccupations entre-temps, l'augmentation des salaires, il y a les services globalement qui augmentent, donc on est obligé de tenir compte de ça. Mais on va quand même chercher des baisses et elles sont enclenchées depuis le printemps et on va poursuivre. Mais vous savez, les Français ne s'y trompent pas. Les Français aujourd'hui vont dans les enseignes et dans les magasins qui se battent pour les prix et c'est notre cas actuellement. Pendant cette crise, on s'en sort bien parce que les Français ont compris que chez eux, ils pouvaient faire confiance en nos prix. Les Français sont adaptés également sur la carte alimentaire. Alors, les distributeurs disent qu'ils ont désinvesti la viande, le poisson, le fromage, les produits un peu chers. On parle même de la victoire du placard sur le frigo. Vous savez, c'est l'expression de Philippe Guetzmann. On mange des pâtes, du riz, etc. Oui. Est-ce que, à votre avis, les Français peuvent revenir en arrière s'il y a modération des prix ? Eh bien, c'est la grande question qui, moi, me préoccupe en cette rentrée, c'est ces grands changements de comportement avec moins de produits frais. Notamment, un point qui est très inquiétant, c'est beaucoup moins de fruits et légumes. Ça, c'est quand même pas bon pour la santé et c'est assez apparemment durable et on sent vraiment qu'entre les Français qui ont les moyens et les Français qui ne les ont pas, les fruits et légumes sont le point de différenciation. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont garder des habitudes prises pendant cette crise. Ils commencent à le dire en disant finalement, je consomme un peu moins de vêtements, j'en ai pas besoin autant. J'ai trouvé des nouvelles habitudes. Le produit de marque distributeur, finalement, c'est un bon rapport qualité-prix. Il est 20-30% moins cher. Pourquoi je reviendrai à la grande marque ? Donc, je pense qu'il y a des choses durables. Est-ce que c'est... Pardon, je vous interromps un instant pour sur un point précis que vous venez d'évoquer. J'ai toujours entendu dire que les produits, les MDD, les marques de distributeurs, étaient fabriqués aux mêmes endroits, dans les mêmes usines que les grandes marques, dans la cuve à côté. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Vous la connaissez, cette légende urbaine-là ? Il y a une légende urbaine, c'est moins le cas chez nous. Il y a quelques grandes marques qui fabriquent une part de nos produits, mais l'essentiel de nos produits, on va dire à 80%, c'est fabriqué par des PME françaises. Des PME françaises avec des bons ingrédients français. Et c'est un pilier d'ailleurs du fonctionnement de notre enseigne. Donc, la légende est à moitié fausse. Ouais. Les PME, mais aussi les grands groupes. Je veux qu'on purge un peu cette question. Qui est responsable de la vie chère ? Vous semblez nous dire, c'est pas nous. C'est pas les agriculteurs. Les industriels ici nous ont dit c'est pas nous non plus. Alors, c'est peut-être pas tous les industriels, puisque vous le dites, il y a les PME. C'est quoi ? C'est les 5-6 grands, Procter & Gamble, Unilever, Mondelez, Lactalis. Absolument. Qui est responsable ? Dites-le. Mais maintenant, avec le recul, on peut dire des choses. Je veux dire, la presse professionnelle publie nos résultats. Le résultat net de U, le dernier connu publié, c'est 1,94% de résultat net. C'est moins de 2%. On a investi pour accompagner les Français pendant cette crise, même si j'entends que certains ne nous croient pas, mais c'est la réalité. Mais pardon, précisez-nous les choses, Monsieur Schellcher, parce que moi, 1,94, je ne sais pas ce que ça veut dire. Sur 100 € dépensés dans un magasin... Mais comparé à ce que vous faites d'habitude, hors crise. Mais c'est d'habitude un peu au-delà de 2%. On est aux alentours de 2%. Là, on est descendu à 1,94. Parce que quand je vous dis qu'on investit sur des centaines de produits sans marge, ça impacte de dizaines de millions d'euros. Notre compte d'exploitation, par contre, pour répondre, on a aujourd'hui accès
au bilan de toutes ces grandes entreprises de l'agroalimentaire, c'est accessible, on peut aller chercher et on a regardé. Eh bien, ces bilans se portent très bien et je pense donc qu'un certain nombre de très grands acteurs, particulièrement de multinationales, ont profité de cette crise inflationniste pour aller au-delà un peu du prix qu'il fallait répercuter. Donc c'est chez eux. Profiter pour reconstituer leur marge. Où en est-on et ça, n'importe quel économiste peut le prouver, l'attester aujourd'hui grâce au bilan des entreprises qui sont disponibles. Où en est-on des tentatives de contournement des Galim via des sociétés des plateformes de négociation hors de nos frontières? Là, il y a eu plusieurs distributeurs qui ont été sanctionnés de ça, qui s'installaient pour expliquer les choses. En France, vous n'avez pas le droit de négocier comme vous le souhaitez, jusqu'où vous le souhaitez. Certains avaient été installés aux Pays-Bas. Oui. Je m'inscris en faux contre votre première déclaration. Non, c'est une question. Oui, tout à fait. Mais je réponds à votre question. En fait, il y a 3 distributeurs français qui ont une collaboration européenne dont nous faisons partie. Si j'ai bien compris les déclarations du ministre de l'économie, nous sommes le seul à ne pas avoir été sanctionné. Pourquoi ? Parce que nous avons pris un engagement de respecter la loi française dans ce que nous faisons. Et donc nous avons été contrôlés au mois de mars sur notamment l'application de la date de fin. Et à ce jour, au moment où je vous parle, on n'a pas été sanctionné parce qu'on a respecté la loi française. Et surtout, je rappelle, ces négociations européennes, elles concernent quoi ? 40 grandes multinationales face auxquelles nous, petit U, nous ne représentons pas grand-chose. Elles sont extrêmement puissantes, elles ont des politiques internationales, mondiales. On a besoin de s'associer à d'autres commerçants européens pour faire face à ces gens-là. Et je le dis, quand un panier moyen de courses alimentaires coûte 100 € en moyenne en Europe, il coûte 105 en Allemagne, il coûte 112 en France. Il coûte 112 en France. C'est cet écart qu'on va chercher. C'est justement là où je voulais en venir. On en parlait tout à l'heure avec Pascal. Les États-Unis vont baisser leur taux d'intérêt. Il est probable que Christine Lagarde, à la tête de la BCE, décide à peu près la même chose dans les semaines qui viennent. L'inflation, elle a été vraiment partagée et vécue par la plupart des pays européens. Et vous faisiez allusion à l'Allemagne. C'est vrai, les prix sont plus chers en Allemagne. Et quelles répercussions ça a sur vous ? Qu'est-ce que vous attendez finalement de ce climat économique européen pour qu'il vous soit plus favorable et plus favorable aux consommateurs ? Mais il y a un choc entre la position qu'il y a un peu en France sur ces questions-là et la position européenne. Moi, on échange avec des membres de la Commission européenne qui sont, eux, pour la libre concurrence, le fait que les commerçants européens ou d'autres acteurs puissent s'unir pour peser sur le marché, etc. Mais ce n'est pas forcément la vision qu'on a en France au prétexte de la protection de certains. Je pense que c'est un fond de combat. Je pense que, pour le coup, l'Europe, cette fois, a raison et il n'est pas normal qu'un Norvégien paye 130 € son panier et qu'un habitant des pays du Sud le paye que 85 €. Qu'est-ce qui justifie ça sur des produits qui sont fabriqués dans le même pays européen, par exemple la Pologne ? Le stock de pouvoir d'achat. Ouais, absolument. On vend plus cher aux endroits où la capacité contributive est plus élevée. Je continue à exploiter un magasin en Alsace, au bord de la frontière allemande, mais je connais le phénomène. Les Alsaciens vont faire leurs courses en Allemagne sur un certain nombre de produits qui sont moins chers là-bas. Et à contrario, il y a des Français qui viennent pour nos excellents produits frais. Donc, mais ça, je veux dire, voilà, il y a des politiques de grandes multinationales très différentes d'un pays à l'autre et nous organiser au niveau européen, c'est bon pour le consommateur, donc il faut nous laisser faire ça. Alors, il y a des périodes de l'année qui sont plus propices aux publicités chez les distributeurs, comme tous les milieux, hein. L'été, manifestement, est une d'entre elles. Donc si à la radio, en vacances, quand vous êtes en voiture, vous allez à la plage, vous regardez à la télévision, vous entendez les pubs de tous les distributeurs. Moi, j'ai une question très simple pour notre invité. Qui est le moins cher, alors ? Parce que pour le coup, j'ai tout lu, tout entendu, vous êtes tous supposément les moins chers. Alors, il faut que je donne 3 noms. Vous représentez la coopérative U ici. Leclerc dit qu'il est le moins cher. Et Lidl écrit partout quelle est l'enseigne la moins chère. Écoutez, il y a un élément d'information à partager qui est tout simple. Lidl est le seul distributeur en France actuellement à ne pas partager ses données de sortie de caisse. Tous les autres acteurs du marché donnent aux panélistes, à des gens qui étudient les chiffres de consommation et vous les partagez, vous les journalistes, après. Lidl est le seul à ne pas le faire. Donc, la réalité des prix de Lidl, personne officiellement ne peut le dire puisqu'il ne donne pas ces chiffres. Et donc Lidl invente de son côté
son propre comparateur de prix qu'il arrange en prenant des magasins là, et dit moi je mets Lidl à part puisqu'il ne donne pas ces données, et je peux vous dire que Hyper U, notre enseigne d'hypermarché, est la deuxième enseigne la moins chère de France aujourd'hui, sur les relevés des grands panélistes par rapport aux données qu'on donne tous les mois. Vis-à-vis de Lidl, c'est juste de l'agacement ou vous allez plus loin ? On va même plus loin et on entend bien défendre, parce que la publicité qu'ils font, on va la remettre en cause, absolument. Comment ? Ça veut dire quoi ? On va faire quoi ? Écoutez, on a une procédure en cours contre Lidl qui va, et on va s'expliquer dans les prochaines semaines devant les tribunaux, absolument. Mais alors ça veut dire que nous avons tous et toutes interrogé des distributeurs, parce que vous avez un savoir que d'autres n'ont pas, vous êtes auprès des Français tous les jours, et nous avons toujours entendu qu'il y avait une entente cordiale. Mais en fait, pas tant cordiale que ça. C'est-à-dire que cette guerre des prix, finalement, elle n'est pas aussi sympathique qu'on voudrait bien l'entendre. On est sur un marché très concurrentiel où la différence se fait d'abord par le prix et un certain nombre d'engagements après qu'ont chaque enseigne différente. Mais vous savez, on est quand même obligé de se retrouver pour des combats communs, et ça on le fait au sein d'une fédération qui s'appelle la Fédération du commerce et de la distribution, dont je suis d'ailleurs vice-président, et où curieusement Lidl n'est plus présent non plus. Donc c'est le seul qui a choisi de se mettre de côté. Mais voilà, et là on a des combats communs à mener auprès des pouvoirs publics, et on a hâte d'avoir des interlocuteurs en face de nous. Schelcher, au XXe siècle, on disait du supermarché qu'il était l'outil de la mixité sociale. Les ouvriers dans les linéaires côtoyaient les patrons, les bourgeois, etc. Est-ce que c'est toujours le cas ? Mais plus que jamais. Nos magasins sont des lieux de vie. Venez un samedi à 10h dans un de nos magasins en campagne. Nous sommes à 50% dans des communes de moins de 5000 habitants. Mais c'est là que les gens se rencontrent. J'ai écrit dans mon livre, il y a 2 ans, le supermarché au XXIe siècle et le bistrot du XXe siècle. Il y a de moins en moins de bistrots. Les gens maintenant se retrouvent chez nous. Et tout le monde se croise. Et tout le monde fait ses courses. Et il y a des grands patrons qui adorent faire leurs courses le samedi et qui croisent l'ouvrier, l'agent de maîtrise, etc. J'ai une dernière question, Monsieur Schelcher. Fort de cette connaissance et de ces observations, comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui, au mois de septembre 2024, le moral des Français dont on a beaucoup parlé depuis maintenant plusieurs années ? Les Français sont préoccupés. Ils sont dans l'incertitude de ce qui va se passer, mais il y a de premières études qui montrent des petits signes, malgré tout, notamment par rapport à il y a 1 an en arrière, d'une toute petite meilleure confiance. Mais c'est encore trop fragile, et moi, c'est ma grande question. Où va la consommation dans les prochains temps ? Nous, on se porte bien pour l'instant, mais il y a trop d'incertitudes pour dire comment l'année va se terminer. Et même certains disent déjà, de toute façon, comme c'est incertain, on va dépenser moins à Noël. Ça commence à sortir. Un tout dernier mot là-dessus, parce que c'est important. Vous avez déjà fait les achats pour Noël, on est d'accord ? Ça, c'est fait. Ce sera plus cher, moins cher, les jouets ? Ce sera moins cher cette année, parce que le transport international coûte moins cher, parce qu'un certain nombre de matières premières ont baissé. Donc la rentrée des classes était moins chère. Les jouets seront sensiblement moins chers aussi. Bonne nouvelle pour terminer pour les enfants. Et les parents surtout. Merci beaucoup, Monsieur Schelcher, d'avoir été avec nous ce matin dans le système.